Moi j'ai eu des modèles. Mon premier modèle c'est mon arrière-grand-père qui est là, qui était chef de service dans l'hôpital qui allait devenir l'hôpital Claude Bernard, c'est-à-dire le premier hôpital de contagieux de Paris. Et donc c'est des choses qui ont un sens, c'est une rémanence. Après, il a écrit énormément de livres, vous voyez, comme moi, dont l'un qui s'appelle Antisepsie, puis un livre de mémoire qui s'appelle Du quartier latin à l'Académie, c'est l'Académie native. Moi, ensuite, mon père était à Dakar. Ici, vous voyez, c'est des images qu'on pourrait refaire approximativement. Et ici, avec le général de Gaulle, à Dakar. Et donc, mon père avait créé ici un institut qui s'appelle l'ORANA, qui est un institut de recherche en nutrition tropicale. C'est le premier institut de recherche en nutrition tropicale dans le monde, je pense. Et il était plus déraisonnable que moi, parce qu'il avait construit, le rez-de-chaussée était le laboratoire, qui était tenu d'ailleurs par ma mère, et le premier étage était notre appartement, comme ça il était encore plus près que moi de l'endroit. Mais l'endroit est un endroit qui est tout à fait extraordinaire et qui vous explique probablement. Je suis idiot, moi je me suis rendu compte à 42 ans que mon destin était écrit à longue lettre. Donc si vous voulez, j'ai mis longtemps. Il est juste en face d'ici l'Institut Pasteur de Dakar, de l'autre côté de la rue, et de l'autre côté de la rue, il y a le CHU de Dakar. Donc il était là, et en bas, juste en bas, on descendait une fente à partir d'ici, et on était sur une plage qui était une des plus belles plages de Dakar à l'époque, qui était la plage de Lens-Bernard. Vous voyez, donc un certain nombre de choses étaient inscrites. Voilà. Et puis, du coup, ça explique très certainement le fait que j'ai un tropisme vis-à-vis des pays francophones, et vous voyez que depuis 2011 à 2016, ici, on a accueilli 298 Français, et puis on a accueilli en tout 330 étrangers francophones. Comme on dit, c'est notre vocation. Et à côté de ça, on n'a pas été francophone, on a accueilli une centaine d'étrangers non francophones. Vous voyez, tout ça laisse des traces. Alors, je vous parlais de ce que l'on a fait en Afrique et comment on a structuré ça au Sénégal. Et bien entendu, moi je suis né, j'ai grandi dans une unité de recherche quand j'étais tout petit, et au Sénégal, et à un moment, le destin m'a rattrapé, et on m'a confié une unité de recherche dont l'état était très limite. Comme ça arrive souvent quand on confie les choses, c'est vraiment pas très bon bien. Les infrastructures, et donc comment on construit entièrement une réflexion, une recherche dans un domaine dans lequel il faut le faire. Et c'était un moment clé parce que c'était le moment où, il y a 10 ans de ça, les stratégies de lutte contre le paludisme commençaient à être efficaces, le paludisme diminuait de manière très très significative, et cette unité n'était spécialisée que dans le paludisme. Donc il fallait trouver et retrouver d'autres manières de faire. Alors, ça, ce sont les différents éléments que l'on a implantés au fur et à mesure. Vous voyez, il y avait une équipe locale que j'ai libérée. J'ai donné la liberté de développer leurs propres recherches. Les observatoires qui existaient et que j'ai utilisés. L'installation d'un POC. Ensuite, l'installation d'électricité dans les villages qui nous servent d'observatoire. L'installation de Pocramé et de Biofire qui sont les dérivés du POC. Et puis ensuite, l'installation du Maditof, qui était le premier Maditof en Afrique. Des cultures cellulaires qui ont été installées par Oleg. Le microbiote qu'on a commencé sur place et poursuivi ici avec Flo, et puis la veille des infections. Alors l'équipe locale maintenant, c'est Cher Sotna, qui est sénégalais, qui est une première chose que j'ai faite, c'est de faire ouvrir un poste de chercheur pour lui, pour qu'il puisse diriger cette équipe, et voilà, dans cette équipe, il y a le paludisme et les plateformes, les maladies émergentes et les plateformes démographiques. Dans le RMIC Dakar, il y a 42 personnes qui travaillent, dont 21 permanents, 2 chercheurs IRD, 2 IPA IRD, ouais, des agents temporaires. Et ce sont les sites de surveillance que nous avons actuellement au Sénégal. Vous voyez qu'on fait à peu près tout le Sénégal, avec ici 2 villages qui sont surveillés depuis 25 ans maintenant, qui étaient pour le paludisme, auxquels il y a des installations qui ont été faites, qui sont bien Diop. Et ces 2 villages, bien qu'étant très proches, ont des climats et des écosystèmes très différents, l'un étant humide et l'autre étant sec, ce qui fait qu'on a des maladies différentes dans l'un et dans l'autre. Ici, on a Mlonc, qui est en Casamance, qui est culturellement et sur le plan de l'écosystème très différent. C'est une zone très humide. Ces zones-là sont des zones qui sont à majorité musulmane. Cette zone est une zone qui est plutôt une zone chrétienne. Kédougou, qui est à l'est, dans lequel se trouve, ce que peu de gens savent,
une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique, avec une réserve naturelle qui fait 3 fois le département des Bouches-du-Rhône, considérable, colossal, dans lequel il y a beaucoup de singes, dont on en parlerait. Et puis dans le nord, ici, proche de la Mauritanie, un centre sahélien, Emirat, ça regroupe toute une population qui vient se faire tester dans un dispensaire et dans un système de veille démographique. Alors, une des choses qu'on a faites, c'est montrer qu'on pouvait installer un POC au Sénégal. Au moment où on l'a construit, où je l'ai construit, avec Oleg qui s'en souvient, c'était fait 9 mètres carrés. Il est entièrement étanche, il est climatisé, entendu, on est obligé de contrôler la température. Et au moment où on l'a installé en faisant fonctionner sur un groupe électrogène. D'accord? Et donc, quand il marchait, il y avait le groupe électrogène. Et là, je vous en reparlerai, mais il y a le chef du village qui est venu. Quand il est venu voir ça, il a inauguré, il nous a dit que ça posait quand même un problème, qui est un truc qui manifestement était à un niveau technologique très important. Alors ça les aide, hein. On fait du diagnostic pour eux, et ça nous permet de les traiter correctement, de la même manière que l'accord qui avait été pris avec eux était que le diagnostic, la consultation médicale et les médicaments leur étaient payés. Par ailleurs, pour ce village, a été construite une école qui a permis, il y a 25 ans maintenant, qui permet aux enfants de ces 2 villages de recevoir une éducation. Il y a maintenant un certain nombre de gosses qui sont nés là-bas, dans un endroit dans lequel il n'y a pas d'électricité, ni de courant, c'est au milieu de la brousse, dans lequel les gens sont devenus des universitaires de Dielmo et de Ndiop. Partie de ça, à cause de cette opération. Donc c'est une opération donnant-donnant. On n'est pas juste des observateurs qui ne donnent rien. Ensuite, bien sûr, on doit faire l'intervention, mais ça, c'était la première étape. Et donc, eh bien, c'était la première fois qu'on installait un point of care dans un pays tropical. Et donc, on a publié ça dans un premier temps. Et puis, on a transféré, et vous le savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, hein, dont Mariette, on prépare les réactifs, on envoie les réactifs de manière à ce qu'ils soient autonomes. De manière à ce qu'ils soient autonomes, on a créé un deuxième POC à Dakar qui peut venir en backup quand il y a des problèmes pour les tester, et s'il y a d'autres problèmes, nous les envoie. Donc quand on a repéré quelque chose, eh bien, on les laisse s'installer. Ensuite, voilà, ça c'était l'inauguration du POC, ouais, avec les femmes du village. Donc elles étaient contentes, elles ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais le chef du village, et ensuite, pardon, ça on a fait un autre POC, le chef du village m'a dit, écoutez, on voit bien que c'est bien, mais vous vous rendez compte que vous faites ça, un truc, c'est supersonique, machin et tout, nous on n'a même pas d'électricité. Et donc c'est insupportable comme truc. Alors effectivement, je n'ai pas voulu répondre parce que je ne savais pas combien ça allait coûter et comment je pourrais me débrouiller pour trouver l'argent, enfin trouver l'argent. Donc on en reste à l'électricité, on a eu encore une inauguration avec une fête et avec la danse. Et puis il y a le deuxième village, celui de Ndiop, qui, quand je suis allé le voir, tous les ans je vois les 2 chefs de village, eh bien, qui m'a dit vous savez, quand on a 2 épouses, il faut traiter aussi bien la deuxième épouse que la première. Alors, je pense que la deuxième épouse, elle est beaucoup plus loin de la route, donc le coût était 3 fois plus important de mettre l'électricité. Alors j'ai essayé, pour ceux qui sont écologistes, je m'excuse, j'ai essayé de lui vendre du photovoltaïque. Et il m'a envoyé péter. Il m'a dit non. Ça m'a négocié pendant. Moi je voulais bien voir le pendant. Il a dit non, le coup ça des photovoltaïques, on nous l'a déjà fait, il faut changer les batteries au bout de 5 ans. Les batteries ça coûte un prix fou, ça marche pas, le truc, voilà, on veut l'électricité. L'électricité. Donc ça a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait un peu plus d'argent. Et effectivement, on a vu sous nos yeux changer profondément la vie de ces villages. C'est-à-dire que à Dielmo, ils ont créé un moulin électrique et donc, alors que depuis 2000 ans, on pile le Nil, eh bien, les femmes apportent, et donc la dernière fois qu'on est passé, il y avait la queue devant les moulins de tous les villages alentours qui viennent faire broyer le mil dans les villages. Il y a quelqu'un qui a installé, c'est une très bonne idée, qui est devenu un marchand de glace, donc qui a acheté le congélateur et qui vend la glace, et donc il se crée une activité économique nouvelle, si vous voulez, autour de ça. Et c'est un des énormes changements qu'on voit en Afrique, quand l'électricité arrive, tout change. Et les 2 autres grands changements qu'on voit depuis que je suis là, c'est le téléphone portable, c'est-à-dire dans les villages, même sans électricité, il y a le téléphone portable, ce que je suspecte d'être un des moyens de transmission des maladies zoonotiques. Je me pose la question vraiment de savoir si Ebola, c'est pas comme ça que c'est parti de la forêt pour aller en ville, parce que quand vous êtes dans les villages où il n'y a pas d'électricité, il y a toujours quelqu'un qui vend de l'électricité sur une zone, et il y a tous les gens qui viennent le soir brancher leur téléphone portable là où ils sont, et là ils échangent ce qui n'échangeait jamais.
Et donc on sait que les virus ARN et on sait que le virus Ebola peut survivre sur les téléphones portables. Donc c'est possible. Et l'autre point qui est en train de changer de manière considérable, y compris dans Dielmo Dior, c'est la multiplication des motos chinoises qui ne coûtent rien et qui coûtent 100 €. Et avec ça, c'est en train de bouleverser la circulation dans la plupart des pays d'Afrique que j'ai vus, ça ne coûte rien. Maintenant, il y a des marchands d'essence qui vendent ça au litre, hein, mais litre de trucs. Ça fait les mototaxis, et donc la communication change d'une manière très très significative actuellement dans les pays africains à cause de ces deux grands changements qui n'étaient pas prévus. C'est-à-dire on avait encore le monde du 19e siècle et les infrastructures, où il y a les routes, l'électricité et le téléphone qui passait par le truc, et là on passe par quelque chose qui est complètement différent. Donc il y a un saut qu'on voit passer dans le 21e siècle, c'est pour ça que nous on fait des POC là-bas, on ne veut pas faire le 20e siècle. On veut commencer au 21e siècle le travail sur les maladies émergentes qu'on a fait. Donc celui-là, c'est celui de Niavar, qu'on a installé l'année dernière, qui marche extrêmement bien et qui nous a permis de découvrir, vous verrez, que la première cause de fièvre en dehors du paludisme, c'est une borréliose qui était complètement ignorée, comme on utilise les mêmes tests qu'à Dielmo. Et là, vous voyez, c'est le taux cramé, c'est ce qu'on veut développer comme borne technique, avec installé ici Biofire, qui est je pense, le premier Biofire en Afrique, le plus moderne des outils de biologie moléculaire qui permet de faire de la PCR multiplexée. On a installé un Malditoff avec une association avec Biomérieux, la Fondation Mérieux, le ministère des Affaires étrangères, l'IHU et l'IRD. On a installé, c'était le premier Malditoff en Afrique qui a été installé dans l'hôpital principal de Dakar. Il n'y a pas aucune surprise, c'est l'hôpital dans lequel je suis. Et donc ça a fait une révolution vraiment, parce que c'était le premier en Afrique tropicale, qui a commencé à se développer et qu'on a travaillé avec Florence. On a eu la chance d'avoir une étudiante qui était venue chez nous et qui avait beaucoup travaillé sur le Malditoff ici. Et donc voilà, on l'a installé à l'hôpital principal de Dakar. Et vous voyez par exemple ici, eh bien, les bactéries qui ont été isolées à l'hôpital. En réalité, il n'y a pratiquement aucun diagnostic au niveau de l'espèce bactérienne. Donc, on est passé de pratiquement rien, la couleur des colonies, si vous voulez, au Malditoff, le plus moderne de tous les outils. Donc il y a eu un bond autour, tout le XXe siècle a été gommé. Et donc voilà le hit parade, vous voyez, des bactéries de l'hôpital principal de Dakar, donc déjà dans ce papier, il y a plus de 3000 identifiés par le Malditoff. Et ce Malditoff sert de service à d'autres hôpitaux de Dakar, mais aussi à la faculté de Dakar, à l'université, et nous sert à nous, à l'IRD, pour les moustiques par exemple. Hein. Vous voyez, comme ça on a pu comparer la fréquence ici et la fréquence à Dakar. Ça peut être associé à d'autres choses. Ça c'est le travail qui a été fait par Oleg Parola et puis avec Bas Sambou, qui sont l'identification. Vous savez qu'on peut identifier les arthropodes avec les Malditoff, mais on peut le faire à Dakar aussi, avec, ici c'est les Flucoïdes, parce que ça n'avait pas été fait, et donc c'est le travail d'Oleg. On peut faire, ça c'est Ogo Baradumbo qui nous a demandé ça, il dit on a vraiment un problème, on achète les médicaments, on n'a pas de contrôle pour savoir si ces médicaments sont des vrais ou des faux médicaments. Alors dans la contrefaçon des médicaments, en Afrique, il y a deux problèmes distincts. Il y a d'une part des gens qui produisent des médicaments alors qu'ils ne sont pas éventuellement autorisés à le faire, c'est-à-dire qu'il y a une licence dessus. Nous, à la limite, on s'en fiche, c'est pas de problème. On fait pas... Et puis il y a des gens qui vendent des trucs dans lesquels il n'y a rien. Ça, bien sûr, ça fait une grosse différence. Et donc de pouvoir avoir la capacité à vérifier que les médicaments fonctionnent ou ne fonctionnent pas est un élément qui est important. Donc on a commencé à faire ça avec Ogo, puis ensuite Bernard Davoust a été collecté, ou faire collecter, je sais pas, 500 boîtes de médicaments différents. On a testé ça avec Eric Chabriet, et on a vu que globalement, s'il venait d'Inde et de Chine, était toujours correct. Il faut faire attention à ce qui vient du Nigeria, où à peu près il y a un tiers, c'était connu d'ailleurs, un tiers des médicaments qui viennent du Nigeria, qui sont des faux médicaments, ça n'y a rien. Alors il faut faire attention, il faut le vérifier. Tout ça, c'est le Malditoff. Ça, c'est Oleg qui a tenu, parce que les rickettsi et les intracellulaires suivent les rickettsiologues, et donc étant là, il a voulu absolument, je n'étais pas très chaud, enfin il a fait quand même, et ça marche, on ne peut pas se plaindre, de faire de la culture et de la culture intracellulaire. C'est un des quelques, il y a moins de 10 laboratoires qui font la culture intracellulaire dans le monde, hein, qui en est à Dakar, c'est pas mal. Donc il faut continuer, il faut poursuivre. Voilà. Ici, c'est le travail du laboratoire qui a été installé, et donc le dernier outil qu'on a installé, c'est la surveillance syndromique qui a été mise en place ici avec Cédric Abad
et avec Hervé Chaudet et Colson, qui a été transféré au Sénégal pour nous permettre d'avoir la même veille sur les microbes qui apparaissent au Sénégal, sur les laboratoires auxquels on est connecté, que ce que l'on a ici. Donc ça, c'est ce qui vient d'être accepté dans PLOS NEGLECT Tropical Medicine. Et donc vous voyez que tous les outils que nous avons ici, tout ce que nous avons ici, tout ce que nous pouvons transmettre, on transfère et on donne ensuite l'autonomie sur place pour que les outils restent et que les outils... La surveillance du paludisme, ça c'est un travail de Charles Sortner, ça a été une chose extrêmement importante. Vous voyez que depuis 25 ans que le paludisme est suivi, vous voyez le nombre d'accès palustres par mois. Et donc, en réalité, ça a commencé à diminuer, ça a augmenté avec la résistance à la chloroquine, ça a diminué avec l'utilisation de l'artéméter, mais vous voyez, ce qui a effondré vraiment le système, le paludisme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout apprécié pour ce pays, c'est les pesticides, bien sûr, c'est les insecticides qui luttent contre le paludisme. C'est une des raisons pour lesquelles je suis souvent irrité par les histoires sur le réchauffement de la planète, parce que ça fait 20 ans qu'on me demande d'expliquer qu'il va y avoir de plus en plus de maladies vectorisées à cause de la chaleur. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a 35% de morts par les maladies vectorisées en moins qu'il y a 10 ans, grâce aux pesticides qui sont aussi honnis par l'écologie. Donc il faut se méfier. Quand même, ça, c'est les moustiquaires imprégnés de pesticides. Et le problème sera plus la résistance à ces pesticides. Est-ce qu'on pourra trouver des pesticides qui les remplaceront que l'autre chose? Ce qui a été découvert vraiment par Cher, la première chose qu'on a vue, c'est ici ce rebond. Il y a eu un rebond ici qui nous a beaucoup surpris, où on s'est posé la question de la raison de ce rebond. Il y a des moustiques qui piquent. Les moustiquaires, ça marche parce que le paludisme en général est transmis par les piqûres qui se situent entre 11h et 5h du matin. Mais il y a des moustiques actuellement qui piquent avant 11h du matin. Ils ont changé d'heure de nourriture. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, qui était très sous-estimé, c'est que les moustiques, quand ils ne peuvent pas piquer les hommes, ils restent quand même parce qu'ils vont piquer les animaux domestiques. Quelque chose qui était très très sous-estimé. Et puis la troisième chose, c'est l'état des moustiquaires et peut-être même l'électricité. C'est-à-dire que si, avec l'électricité, les gens restent dehors pour regarder la télévision jusqu'à minuit, ils peuvent se faire piquer. Mais on ne connaissait pas réellement l'explication. On a un premier rebond, et puis on décide de changer les moustiquaires, ça redisparaît, on a un deuxième rebond, et donc ça, c'est Cher qui a démontré qu'en réalité, la durée de vie des moustiquaires dans ces conditions-là, c'était 2 ans, alors que tout le monde disait que c'est 3 ans. Donc il faut les changer tous les 2 ans pour voir ça. Donc ça, ce sont les infrastructures. Ensuite, un point clé, à chaque fois que vous étudiez un nouvel écosystème, c'est de déterminer quel est le répertoire des microbes sur place. Vous ne pouvez pas imaginer que les microbes sont les mêmes partout. C'est idiot, c'est partie d'un écosystème, donc ça dépend des conditions atmosphériques, ça dépend des réservoirs, ça dépend des vecteurs. Et donc, on a commencé à travailler sur le répertoire humain. Donc, voilà ce qu'on a commencé à faire chez les humains. Voilà, donc ici, ça c'est un travail qu'on a fait avec Oleg, Florence, Christina Sokolowski, qui est de tous ces prélèvements sanguins, qu'est-ce que l'on observe? Vous voyez, on a trouvé qu'il y avait de moins en moins de paludisme, mais le premier après le palu, les 2 premiers, c'est Rickettsia felis et Borrelia. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que Rickettsia felis était probablement une des bactéries les plus communes dans les pays tropicaux, alors que c'est rarissime ici. Vous montrerez, on a fait un travail à partir de ça. Donc on a trouvé Trophairima whipleyi, en particulier dans ce village, et puis ça a commencé à disparaître. Alors ça reste très commun dans les selles, 40%, 50% des gens restent dans les selles, mais il y avait une zone où il y avait des bactériémies, et cette zone où il y avait des bactériémies, finalement, elle a disparu parce qu'elle était liée au boulanger. Donc chez le boulanger, on avait repéré la concession où il y avait le plus de cas, c'était la concession du boulanger. Ce boulanger est parti, il est à Dakar, et du moment où il est parti, il n'y a plus de bactériémie à Trophairima whipleyi, donc c'est le boulanger qui était la source identifiée avec de Trophairima whipleyi. Coccinelle, la fièvre Q, c'est probablement en Afrique qu'elle est la plus fréquente dans le monde. C'est extraordinairement commun, on reviendra dessus, extrêmement commun, sur le nombre de PCR positives en Afrique subsaharienne pour Coxiella boniti est extrêmement commun. Et avec d'ailleurs des réservoirs qu'on n'a pas, j'en parlais au moment des animaux, qu'on n'a pas identifiés. La seule chose qu'on a identifiée pour l'instant, c'est la poussière, mais le bétail
qui habituellement est la source et qu'on suspectait comme étant la source, n'a pas été identifié. Il en reste une chose à faire quand même, Bernard, c'est qu'une partie importante des moutons qui viennent pour la Tabaski, qui est l'Aïd el-Nabir, viennent de Mauritanie, ceux-là on ne les a pas testés. Et c'est probablement ceux-là qu'il faut tester, c'est-à-dire qu'il y a un énorme mouvement de moutons. À Dakar, il y a, je ne sais pas combien, 2, 3, 4 millions de moutons qui arrivent pour la Tabaski, partout des moutons, hein, et c'est des moutons qui viennent de la Mauritanie. Et donc c'est possible qu'on n'ait pas testé les bons moutons. Donc, en tout cas, on n'a pas trouvé le réservoir de Coxiella burnetii pour une maladie qui est extrêmement fréquente. Ensuite, Borrelia crocsidurae, c'était quelque chose qui était connu. Là aussi, mon père avait écrit en 53 ou en 54 sur les borrélioses et les formes neurologiques. Mais ce que l'on a mis en place, c'est qu'on a remplacé le frottis et la goutte épaisse qui existait avant par la PCR. Et bien sûr, la PCR est beaucoup plus sensible, et donc on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus important encore, et que ça pouvait représenter jusqu'à 7%. Et là, on a commencé à se dire, en 2014, attendez, il faut probablement faire attention, si c'est si fréquent, avec Rickettsia felicis et avec Coxiella burnetii, il va falloir penser à remplacer le traitement de base, qui est l'ampicilline, qui ne marche pas sur ces pathologies, par la doxycycline. Donc, dès ce moment-là, on commençait à se poser la question. Rickettsia felicis, à un moment, je vous montrerai, on a une réunion annuelle de l'URMIT Sénégal, où on parle bien entendu aussi du paludisme, et on était en train de collecter toutes les données qu'on avait sur Rickettsia felicis, et d'un coup, il est apparu évident que l'épidémiologie du paludisme et l'épidémiologie de Rickettsia felicis étaient exactement les mêmes. C'était parallèle, c'était la même tranche d'âge, c'était la même saison, c'était les mêmes endroits. Et donc on a commencé à poser la question de savoir si la source de Rickettsia felicis n'était pas les moustiques. Et donc on a commencé à regarder dans les ALS, et puis ensuite dans les anophèles, on s'est retrouvé dans les ALS et dans les anophèles, et ensuite Philippe Parola a fait un modèle expérimental pour montrer que c'était la première bactérie vectorisée par les moustiques, et en particulier par les anophèles. Et la dernière constatation qu'on a fait partie des nombreux papiers que Oleg doit écrire, c'est que nous avons aussi une chute maintenant parallèle de Rickettsia felicis et du paludisme, c'est-à-dire que depuis qu'on met les moustiquaires, on voit disparaître Rickettsia felicis au même rythme que ce que l'on voit disparaître le paludisme. Donc c'est bien probablement le vecteur principal de la maladie au Sénégal. C'est maintenant reconnu dans la plupart des pays tropicaux où Rickettsia felicis, probablement transmis par les moustiques. Le dernier travail sur le répertoire, c'est un travail vraiment dirigé par Oleg, sur la prévalence de Manzonella persistans. Alors, c'est assez étonnant. C'est une maladie, alors pour être une maladie négligée, c'est vraiment une maladie négligée, c'est une filariose, et vous voyez des zones dans lesquelles vous avez du 5e. Alors, il y a des endroits où il y a 40% des gens qui sont porteurs de ça dans le sang. Alors, ce que ça fait, ça, personne, ça doit bien faire quelque chose, c'est possible. Ce que ça fait, ça, personne n'en sait. Donc il y a un vrai travail à faire pour comprendre comment on peut porter ça pendant des années dans le sang. Les seules conséquences qu'on connaisse, c'est les conséquences oculaires. Et d'ailleurs, c'est un point très très intéressant, c'est une leçon très intéressante. Vous savez, je parle souvent de l'aveuglement. Nous avons tous des aveuglements. On peut avoir deux choses. Et moi, je dis souvent aux plus jeunes qui prennent ça pour une moquerie, relativement une moquerie, c'est essayer de connecter les deux parties de ton cerveau. Parce que des fois, vous dites un truc, et puis vous dites un autre truc à côté, et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un lien entre les deux. Et donc là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'une année, il y a un parasitologue qui travaille là en Casamance, qui s'appelle Brasseur, et qui nous présentait les conséquences de Manzonella persistans en Guyane, en disant ça donne des atteintes oculaires et tout. Et lui-même est dans une zone dans laquelle il y a 40% des gens qui portent Manzonella, et il n'a jamais regardé s'il y avait des atteintes oculaires à Manzonella. D'accord? Ça, c'est l'aveuglement contre lequel on doit lutter tout le temps. C'est-à-dire qu'il avait fini par dire Manzonella, c'est rien en Casamance, mais pas de raison que ce soit quelque chose en Guyane, vous voyez. C'est intéressant. L'aveuglement, méfiez-vous, c'est une chose. Alors, cutanée. Là, on fait maintenant une approche cutanée qui a commencé par le fait de chercher des témoins négatifs. Parce qu'on trouvait Rickettsia felicis sur les escarres, et puis on a trouvé ça dans les hémocultures, mais on a trouvé ça dans les hémocultures gens fébriles et de gens non fébriles, parce qu'on avait l'habitude de faire des contrôles négatifs sur le sang.
faut le faire d'ailleurs, parce qu'on a de mauvaises surprises. Vous savez bien que le paludisme, il y a des endroits où il y avait 40% des gens qui avaient du plasmodium et qui n'étaient pas malades. Donc, avant de conclure que c'est le palu qui donne de la fièvre, il faut réfléchir. Là, c'est pareil pour Rickettsia félix, il y en a moins. Il y a 5 fois moins qui ont Rickettsia félix qui sont apyrétiques que ceux qui sont fébriles, mais il y en a. Il y a du portage chronique aussi, comme dans les borreliens. Et donc, ça, on savait. Après, on a pensé découvrir une forme d'infection à Rickettsia félix sur des lésions cutanées, très rares, bulleuses, mais donc on va dire à faire des témoins positifs, et donc Oleg commence à faire des témoins négatifs, et quand il commence à faire des témoins négatifs, il trouve Rickettsia félix sur la peau saine. En même temps, on était en train de rechercher le Psychococciella burnetis dans la poussière, donc pareil, des échantillonnages, et puis on cherche dans la poussière par PCR, on trouve dans la poussière, par PCR on trouve Rickettsia félix dans la poussière, et en regardant de plus près dans la poussière, on trouve ça que l'on aurait dû savoir, parce que les Américains avaient déjà trouvé ça, dans ce qu'on appelle des poux de livre, qui sont des acariens microscopiques et qui sont à 100% infectés par Rickettsia félix dans la poussière. Donc, vous voyez, toujours est-il que du coup, on se dit, il faut faire un peu des témoins négatifs sur la peau, et en particulier, on était en train de faire un gros travail avec Florence sur les causes de fièvre plus traditionnelles, c'est-à-dire pneumocoque, streptocoque, staphylocoque, dans le sang, mais bien entendu, on sait qu'il y a des contaminations cutanées. Nous, on connaît les contaminations cutanées ici. Contamination cutanée, c'est Staphylococcus epidermidis et Propionibacterium acnes. C'est ça, la contamination cutanée. Mais les contaminations cutanées à Delmo, on ne les connaissait pas. Alors, quand on a commencé à regarder sur la peau à Delmo, on a commencé à vraiment être sidéré sur les bactéries qu'on allait trouver. Et en particulier, tout ça c'est la peau, hein, c'est ça. Vous voyez que Streptococcus pneumoniae, on trouve, vous voyez, ce qu'on ne savait pas, jamais personne en France a décrit qu'on trouvait des pneumocoques sur la peau, jamais. Donc vous voyez, quand on lave ça dans une hémoculture, on ne sait plus si ça vient de la peau quand on a fait l'hémoculture ou si ça y était. C'est pour ça que c'est si important les témoins négatifs. Vous voyez que donc on trouve Coxiella burnetii aussi, on trouve des staphylocoques dorés, et ce qui explique, ce qui est très commun ici sur la peau, on n'a pas cette expérience ailleurs. Donc ce qui explique qu'il y ait tellement de surinfection à staphylocoque doré, à chaque fois qu'il y a une plaie dans les pays tropicaux, c'est qu'il y a des porteurs. Il y a des zones où on en a encore plus, quand on a regardé chez les pygmées, il y a jusqu'à 45% de porteurs de pneumocoques sur la peau. Donc on découvre un monde, vous voyez, et c'est ça le principe du répertoire, c'est-à-dire c'est ne pas croire que dans un écosystème différent, on est colonisé, on est associé au même microbe que celui de l'écosystème que l'on connaît. Et donc on est obligé de reprendre tout le répertoire. Voilà, et puis une des dernières choses qu'on a fait sur les selles, alors ça c'était assez amusant, c'était basé sur le travail que j'avais vu de Laporte sur la détection de plasmodium dans les selles de singes. On a dit, mais nous on va regarder si effectivement les gens qui ont un paludisme, Rickettsia félix, on peut détecter l'ADN, vous voyez, ça, c'est pas spontané. Est-ce qu'on peut détecter l'ADN du paludisme, ou est-ce qu'on peut, en particulier pour les porteurs, c'est intéressant, ou l'ADN de Rickettsia félix dans les selles? Et la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on peut faire des études épidémiologiques sur le paludisme. Il faudra trouver le ratio, vous voyez, qu'il y a entre présence dans les selles et circulation de porteurs, vous voyez, mais on peut trouver plasmodium et on peut trouver Rickettsia félix dans les selles. C'est pas intuitif, parce qu'on a l'impression que ça reste dans le sang, c'est pas vrai. Et puis les nouvelles bactéries, alors bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir que le laboratoire est en même temps plein de Sénégalais, et que l'on a des prélèvements du Sénégal, et que donc toutes ces bactéries ont pu être isolées à partir de prélèvements du Sénégal. Alors il y a ceux qui venaient des selles, ceux qui viennent d'autres prélèvements que des selles, qui ont été isolés ici. Ensuite, l'autre chose que l'on a regardé, c'est le corps-à-corps. Alors, le corps-à-corps, je pense que c'est la maladie sur laquelle mon père travaillait à l'Orana, donc c'est un point intéressant pour moi. Et donc, une des choses qu'on a trouvées, grâce au travail qu'on a fait avec Mathieu sur des prélèvements qui venaient du Sénégal et du Niger, et ensuite du Mali, c'est qu'il y avait vraiment, c'était vraiment lié au fait du potentiel redox, c'est-à-dire que il y a très peu, vous savez que les bactéries, il y a beaucoup de bactéries qui sont aéro-intolérantes et qui jouent un rôle majeur dans la digestion. Il y a les archées qui sont aussi aéro-intolérantes et qui participent beaucoup au recyclage de l'hydrogène qui est nécessaire à la digestion. Et d'une manière très intéressante, là aussi il y a une vraie leçon à prendre,
99% des équipes qui font du métagénome dans le monde ne comprennent rien à la microbiologie. Parce qu'on n'a pas besoin d'être microbiologiste pour faire ça, on a besoin éventuellement d'être bioinformaticien, de faire de la biologie moléculaire. Et donc personne, il y avait déjà au moins 300 publications internationales, personne n'avait regardé quelle était la composition en termes de sensibilité ou de résistance à l'oxygène. Personne. On a été les premiers à regarder ça parce qu'on a découvert que le pH des corps était plutôt plus acide, que le redox était augmenté. Et donc ce qui est très vraisemblable, en tout cas c'est notre hypothèse, c'est que les anaérobies sont présents beaucoup plus tardivement chez les gens qui ont une malnutrition de type Korsakoff, et que donc toute la digestion de l'intestin grêle, qui est l'endroit essentiel dans lequel se fait la digestion, se fait mal parce qu'il n'y a pas les anaérobies. Et ça laisse la place aux aérobies qui, eux, sont les bactéries pathogènes et inflammatoires. Bon, je pense que c'est un élément clé. L'autre élément sur lequel on travaille actuellement, c'est la grossesse, sur lequel on est en train d'essayer de faire le répertoire, grâce à un travail qui est en cours de publication de Jean-Christophe Lagier, qu'on a commencé à faire d'une part en essayant de comprendre ce qui se passait dans ces deux villages, Dielmond-Diop, en termes de succès de grossesse, et d'autre part en développant les autoprélèvements vaginaux pour pouvoir rechercher les microbes associés au problème de la grossesse. Et vous voyez, on a trouvé, moi ce que je ne savais pas, c'est que c'est énorme, 16% de grossesse à problème, et je ne crois pas qu'on ait de données ailleurs dans l'Afrique rurale. Donc c'est vraiment un problème extrêmement important. Et d'ailleurs, vous en parlez, mais quand on parle aux chefs de village, quand on leur dit, vous savez, maintenant on va se préoccuper des problèmes d'avortement pour explorer ce que c'est la cause, on a une réponse extrêmement rapide, extrêmement vive, en disant c'est effectivement un énorme problème pour nous. Et donc, avec Diane et Jean-Christophe, ce protocole a été mis en place et a eu un très grand succès. Je ne sais pas combien, à 88 ou 89% des jeunes femmes des femmes qui ont accepté ces autoprélèvements qui sont quand même beaucoup plus faciles à faire que les prélèvements à faire par les professionnels de santé. Ces autoprélèvements avec des écouvillons. Donc ça nous a permis de tester le virus qui est associé au cancer du col de l'utérus. Et donc vous voyez qu'il y a seulement 6,7% dans cette zone de risque, de virus à risque. Vous voyez, alors que si vous descendez en Casamance, vous avez probablement 40%, si vous descendez au Cameroun, vous avez probablement 70%. Et ça traduit des différences de mœurs. On parle des villages. Dans les villages, les mœurs sont moins relâchées que dans les villes. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a un sondage qui vient de montrer ça, qu'à Paris, c'était le plus cochon de tous en France. Et donc, dans les villages où il n'y a que 50 personnes qui se regardent, c'est un peu plus difficile de trouver des partenaires variés et que personne ne le sache, quand même. Voilà. D'autre part, c'est une zone qui est musulmane, dans laquelle il y a un contrôle des mœurs sexuelles qui est beaucoup plus prononcé que ce que c'est dans les zones qui sont non musulmanes. Mais donc, c'est très intéressant parce que quand même, ça représente très très peu comparé à ce qu'on connaît. Je sais pas, en France, c'est combien? 27%, Flo, c'est ça? À l'équivalent 27-28% les oncogènes. Et en Afrique subsaharienne, trop équatoriale, alors là, c'est explosif, c'est 60%. Voilà. Et donc, ensuite, si on regarde maintenant dans les bactéries que l'on peut voir associées éventuellement à des problèmes de grossesse, eh bien, on trouve des vaginoses qui sont associées à des prématurités et des petits points de naissance, et deux, on trouve Brucella extrêmement communément, là aussi il faut retrouver d'où ça vient, et Coxella burnetii, si vous voulez, qui peuvent être associés à des avortements, et qui donc vont donner lieu à une recherche systématiquement au cours des avortements. Voilà, donc ça c'était le répertoire. C'est pas fini, voilà, les animaux. Alors, les animaux, ça c'est Bernard et Oleg qui déchaînent sur tous les animaux qui sont autour. Donc, Bernard commence toujours par les chiens. La première fois que j'ai rencontré Bernard, ça devait être en 81 où il est arrivé avec, c'est ça, sérum de chien. Puis il qu'on teste pour l'Acadie. Et à chaque fois qu'on part avec lui, il court toujours après les chiens en même temps. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle on va sur place, Bernard court après les chiens. Donc effectivement, là aussi, il a testé les chiens. Là, ce sont des prélèvements qui ont été transmis à Jean-Marc et à Marie-Cain pour chercher des bactéries multirésistantes. Et c'est une surprise, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a de la résistance à carbapenem dans des prélèvements animaux qui ont été faits en Afrique rurale.
carapélème, ça n'existe pas là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sélectionne la résistance, où il y a une résistance au carapélème dans des zones dans lesquelles il n'y a pas de pression de sélection. Il n'y a pas ni de carapélème vétérinaire, ni de carapélème. Vous voyez que donc, quand les gens disent c'est simple, ceux qui disent que la biologie est simple en général, ce sont des gens qui ne la connaissent pas. Et donc les antibiotiques et la résistance aux antibiotiques, c'est une immense complexité. Et puis, Oleg a commencé à se toucher qui, en prenant des puces, on cherchait des puces pour retrouver les Rickettsia felis, bien sûr, mais on n'a pas trouvé les Rickettsia felis dans les puces. C'était le vecteur et le réservoir qui était considéré comme étant habituel à Rickettsia felis. Donc quand on a vu tellement de Rickettsia felis, on s'est précipité sur les puces, mais c'est pas les puces. C'est moins pardon. Ça, c'est une découverte par hasard avec Bernard Davout et Oleg. On allait prélever des singes. Vous voyez, ça c'est des singes verts, ça se reconnaît de testicules verts. Et donc, on cherchait à comprendre si le virus du sida des singes s'appelle SIV, qui ne rend pas les singes malades, ces singes-là, était intégré dans le génome, et si on était passé à une phase d'endogénisation, qui est une question extraordinairement importante sur le plan. Et donc on est allé les prélever, en particulier on veut prélever du sperme pour savoir ce qu'on trouve dans le sperme. En regardant le sperme, eh bien, ils ont trouvé qu'il y en avait qui avaient des drôles de lésions sur les trucs, et la question est en cours d'investigation, mais on suppose que c'est une trépanématose équivalente à la syphilis en train de se répandre dans cette population. Et puis ensuite les arthropodes, alors beaucoup de travaux sur les arthropodes, sur les puces, sur les tiques, sur les mouches tsetse, là encore sur les tiques, et puis là encore sur les tiques, et puis y compris on a trouvé quelque chose qui n'était pas connu et pas décrit, qui est Bartonella quintana dans les poux de tête. Jusqu'à présent on pensait que c'était seulement les poux de corps. On a trouvé dans les poux de tête et on a trouvé un patient qui avait une infection à Bartonella quintana avec les poux de tête infectés. Et donc on pense que c'est, dans un certain nombre de cas, ça pourrait être. On a trouvé aussi, c'était Oleg qui a trouvé des Bartonella dans des tiques molles qui sont les vecteurs des Borrelia, et voilà, dans les poux de tête. Comme je vous l'ai dit, Coxiella blondetti est extrêmement fréquent. Le seul réservoir qu'on ait trouvé pour l'instant, c'est les tiques, et on ne l'a pas trouvé, ou extrêmement rarement, chez les animaux. On a du mal à penser que c'est les tiques qui le transmettent directement, ou peut-être que c'est les tiques qui sont écrasées dans la poussière et que ceci est compacté après par la poussière. Et puis ça, c'est les travaux que Oleg a fait avec Christelle, découvrant des virus nouveaux dont on ne connaît pas encore le rôle pathogène dans les arthropodes sur place. Voilà, donc ça c'est les répertoires. Vous voyez, donc le répertoire, c'est des situations qui sont des situations différentes des nôtres, et que donc on est obligé de commencer par faire le répertoire. Mais ensuite, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de l'observation, ça doit se transformer en quelque chose qui est une action de santé publique. Comment on les, maintenant qu'on sait, d'accord, on met les outils, on apprend, maintenant qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne reste pas à dire, bah, tiens, on n'est pas des collectionneurs de papillons, à la fin, on doit faire de la médecine préventive et du traitement. Alors, la borréliose, Borrelia burgdorferi, Borrelia, c'est une borréliose récurrente atypique qui vit dans les tiques molles, et ces tiques molles vivent dans les maisons et piquent usuellement elles piquent les muridés, les rats, et si elles ne trouvent pas de rats, elles vous piquent vous. C'est comme ça que vous attrapez Borrelia. Donc dedans, on est allé visiter, et en particulier celle qui était, on a repéré les concessions où il y avait le plus, on s'est rendu compte que les maisons étaient pleines de trous, que parfois ce qui servait de grenier était relié à la chambre et qu'il y avait des trous entre les deux, et donc il y avait des rats. On a commencé par proposer de faire des pièges à rats, et puis finalement, avec Georges, on a décidé de faire une action, d'abord sur un des villages, ensuite sur le deuxième, qui est, en repérant chaque fois qu'il y avait une borréliose, on allait, et il allait boucher les trous, engager quelques maçons avec lui, et boucher les trous avec du ciment. Et simplement cette action de cimenter les trous a entraîné une baisse spectaculaire des borrélioses. Et là, on était à la dernière étape dans laquelle, pareil, on a transféré, ça maintenant on donne le sang de malade, on a même acheté des truelles, on a dit voilà, non, ça suffit, il faut que vous bouchiez les trous au fur et à mesure, parce que sinon la borréliose va revenir, parce qu'elle est tout autour. Donc si vous ne la voulez pas dans le village, quand vous en êtes, il faut cimenter les trous pour empêcher leur multiplication. Et donc ça, c'est un très joli travail de Georges Viata. Et vous voyez que
c'est pas des choses spectaculaires, c'est du ciment. Avec du ciment, on peut changer la première cause de fièvre qui reste actuellement dans ces villages, avec du ciment. Deuxièmement, le savon. Un des plus beaux travaux que j'ai vus de ma vie comme rapporteur était un travail du Lancet, qui est devenu la raison pour laquelle on se lave les mains pour éviter les pneumopathies. Avant, personne ne se lavait les mains pour lutter contre les pneumopathies, on disait qu'il fallait mettre un masque. Et puis il y a une étude qui a été faite, qui avait été financée d'ailleurs par Johnson & Johnson, pour comparer le nombre de diarrhées que l'on observerait si les gens se lavaient, prenaient un bain une fois par semaine et se lavaient les mains tous les jours. Et donc ils comparaient un savon ordinaire avec leur savon Johnson & Johnson, et puis rien du tout. Avec des maisons observées au Pakistan. Et comme outgroup, ils avaient pris les pneumopathies. Et donc, au bout d'un an, ils regardent, et qu'est-ce qui se passe? Tant pis pour Johnson & Johnson, il n'y avait pas de différence entre le savon de Marseille et Johnson & Johnson, acheter moins cher. Et les pneumopathies diminuaient d'une manière significative, il y avait 30% de pneumopathie en moins, et 30% de diarrhée en moins, simplement avec le savon. Et c'est à partir de ce moment-là, vous voyez que c'est seulement à ce moment qu'on a compris que les mains étaient un vecteur essentiel des pneumopathies. C'est à cause de ce travail, et c'est une découverte par hasard, comme groupe contrôle. D'accord? Et donc depuis, c'est pour ça que vous voyez partout les gens qui se mettent à l'alcool, les épidémies de pneumonie, c'est pour ça, c'est à cause de ce travail. Et donc, c'est brutal comme résultat. On a compte de faire 30% de moins avec du savon. C'est des vraies mesures de santé publique, vous voyez. Les moustiquaires, le savon, le ciment, c'est des vraies mesures de santé publique. Et là, c'est pareil. Donc, on a commencé à faire ce travail. Alors ça, c'est tout le planning avec Jean-Christophe et Cher et Hubert Vassen. Et donc, vous voyez ici à Ndiop, eh bien, la fréquence des bactéries observées a diminué d'une manière absolument spectaculaire, quasi disparu, vous voyez, au fur et à mesure du traitement. Donc, le portage qu'on voyait qui était tellement différent disparaît simplement avec l'usage du savon. Et puis les gosses se sont régalés à prendre le savon, et c'est entré dans les marches, alors ça rentrait beaucoup plus facilement. Alors on avait pris un groupe témoin que je ne vous montre pas, parce que c'est un groupe témoin qui n'a pas marché, c'est qu'il s'est passé à peu près de manière la même chose. On avait commencé le ciment dans le village de Dielmo, et du coup la deuxième épouse, c'était pas son tour. Alors le coup d'après, on a dit on va faire le savon sur la deuxième épouse, de manière à ce qu'on commence une fois par là, une fois par l'autre, parce qu'ils nous servent de témoins. Vous voyez. Mais là, ça n'a pas marché le témoin parce que tous les gens de Dielmo savent que les autres ont du savon, et le savon, c'est facile à acheter, ça coûte rien. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer les facteurs humains. Ils sont pas indépendants, ils réfléchissent, ils voient bien ce qui se passe, si vous voulez. Donc, autant au ciment, c'est un peu compliqué, autant acheter du savon chez les gens qui sont sur la route à côté, c'est facile. Et donc, on n'a plus un témoin négatif propre, d'accord? Mais le seul témoin négatif, c'est un témoin historique, vous voyez, où on voit diminuer tous les portages cutanés. Et l'autre chose qu'on a mesuré là, vous voyez, c'est un Ndiop. Alors c'est plus significatif un Ndiop qu'un Dielmo, mais vous voyez qu'il y a un enthousiasme autour du savon qui s'est passé ici. Et malheureusement, on ne l'a pas mesuré parce que c'est un effet auquel on n'a pas pensé. Donc on n'a pas mesuré la consommation. Ici, on peut mesurer la consommation de savon, c'est nous qui leur donnons. Mais là, s'ils achètent au marché, on ne sait pas. Et comme on ne leur a pas demandé à l'avance, on ne sait pas. Donc le nombre de signes cliniques a diminué de manière significative à Ndiop, et ensuite c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est le nombre de fois où la température a été prise, où elle était au-dessus de 37,5, et vous voyez avant et après, il y a une différence extrêmement significative du nombre d'épisodes fébriles. Donc il faut continuer ce travail, mais là aussi on voit qu'avec des moyens simples, hein, dans les moustiquaires, le ciment, le savon, on peut changer très très significativement le nombre de maladies infectieuses. Et le point suivant, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça c'est Diallo qui manage ça, c'est est-ce que l'on peut remplacer le traitement en pisciline pendant 6 jours ou 7 jours, ou Bactrim, qui sont les deux traitements, par une dose unique, un comprimé unique de doxycycline pour traiter les fièvres. Alors pour l'instant, après 8 ans, tout le monde a un peu peur de la doxycycline avant 8 ans, bien qu'il n'y ait pas aucune donnée littéraire qui permette de confirmer ça. Et donc ceci est en cours. On est en train d'évaluer ça. L'étude vient d'être arrêtée parce qu'on pense que les résultats préliminaires sont extrêmement significatifs et que donc on va pouvoir changer complètement, on va donner un comprimé de doxycycline quand ils consulteront et puis ça suffira. Donc là aussi,
diminue le coût du traitement, on augmente la qualité de l'adhésion parce que c'est une prise unique qu'on peut donner directement sous observation, et ça change les choses. Ensuite, la lutte contre les poux, il y a beaucoup de poux. Alors ça, c'est une manière originale de lutter contre les poux. Vous voyez, eux ont adopté un singe rouge. Et ce singe rouge, c'est un mode de communication sociale très important, le fait de rechercher les poux, chez les humains comme chez les singes. Et donc, ce singe qui est habitué à avoir des relations sociales avec cette petite fille, quand cette petite fille se met à compli, tac, 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 il cherche les poux et il mange. Mais c'est relativement peu efficace comme stratégie de lutte contre les poux. Donc on a cherché un autre point, et donc, pareil, avec Georges, on a mis en place une stratégie pour tester l'ivermectine orale contre les shampoings décontaminants pour le traitement des poux, et bien sûr on a eu des résultats beaucoup plus significatifs, mais on a trouvé quelques cas de résistance des poux à l'ivermectine que l'on a analysé, sur lesquels on trouve des mutations qui prédisent ça. L'ivermectine toute seule suffira probablement pas, mais en tout cas elle donne des résultats spontanément beaucoup plus efficaces. Et puis bien entendu, le point suivant, c'est qu'on est en train de travailler avec le programme qu'on a mis en place avec Mariam et avec Jean-Christophe sur les bactéries que l'on pourrait donner pour pouvoir remplacer les bactéries manquantes dans le corps-à-corps, parce que envisager de faire de la greffe fécale dans des conditions pareilles, d'abord on ne saurait pas quels témoins mettre, il faudrait des témoins négatifs, locaux, on ne sait pas ce qui se passerait si on implantait de la flore qui n'a rien à voir. Donc l'idée c'est là, on a repéré les bactéries qui manquaient chez les gens qui avaient un corps-à-corps, et l'idée c'est de prendre cette douzaine de bactéries, de les lyophiliser et de traiter les gens qui ont un corps-à-corps avec des gélules. Voilà. Ensuite, le dernier point, c'est que une fois que vous avez fait tout ça, c'est bien, mais vous ne vivez pas dans un monde clos, et donc il faut le transmettre pour que ce soit pris, en particulier par les autorités de santé, par les gens qui travaillent autour. Diffusion, c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. Mais alors, pour les publications, vous voyez, ça c'est les publications de l'URMIT, vous voyez, et si vous comparez ça avec les publications du Sénégal, la seule unité de recherche de l'URMIT correspond à 10% de toute la production du Sénégal, tout champ scientifique confondu. C'est énorme, ça c'est sur ici, toute spécialité confondue. Vous voyez, ça représente 10% de la production scientifique du Sénégal. Donc ça pèse vraiment dans la production scientifique du pays. Il y a, ça c'était la 9e réunion de l'URMIT, tous les ans, on réunit les gens sur place, on invite les différentes autorités et on leur présente ce qu'on fait. C'est une journée complète de présentation de l'ensemble des données. Et il y a des représentants du ministère, des représentants de l'Institut Pasteur, des représentants de l'université qui regardent ce que l'on raconte. Et puis, une fois par an, il faut les discuter, il faut aller faire le palabre avec le chef de village. D'accord ? Parce que la population, pour participer, a besoin qu'on lui explique ce qui se passe. Il ne peut pas y avoir un rideau noir. Donc, une fois par an, on discute. On leur dit, voilà ce qui s'est passé. On leur rend les résultats de ce qui s'est passé depuis un an. On leur explique ce qu'on va faire l'année d'après. Et ça se passe extrêmement bien. Lui, c'est mon grand copain. Le chef du village. Et puis, à partir de cette approche que nous avons eue au Sénégal, on voudrait répandre cette approche, vous voyez, dans toute l'Afrique de l'Ouest, autour d'un projet qui s'appelle Girafe, en synchronisation avec le Mali, où déjà Ogobara installe pareil à l'époque un Malditof, et donc à travers cette articulation entre le Sénégal et le Mali, eh bien, on veut développer cette stratégie qui est installation des outils, réalisation du répertoire, mise en place des moyens diagnostiques, mise en place des stratégies de prévention et de traitement en santé publique. Et puis, parmi les choses qui ont été un des résultats de ce travail en commun, ça a été le MOOC sur le paludisme qui a été réalisé par Eric Chabrière, mais avec l'ensemble de nos partenaires ici et en Afrique, au Sénégal et au Mali, et qui commence le 16 janvier. Vous savez, les MOOC, vous faites des cours online, vous répondez, à la fin, on vous dit que vous êtes compétent pour le paludisme. Donc vous voyez les partenaires, et vous voyez que c'est tous les partenaires, on revient à l'IHU, vous voyez, on finit par l'IHU, les partenaires qui sont là ou qui sont passés ici, depuis Jean-Michel Béranger pour l'entomologie, Ogobara Dumbo du Mali, mais qui a fait son sabbatique ici, Doudou Chaud qui est au Sénégal, Bruno Pradine qui est au service santé des armées, monsieur Cher, Philippe Parola ici, Philippe Gauthier et Charles Santenin. Voilà, et donc voilà les éléments, si on veut avoir une action qui soit continue et pas juste une action
un coup pour voir, et puis après, une fois que la curiosité ponctuelle est passée, on abandonne, et ce qui ne sert pas du tout au développement. Vous voyez qu'il faut penser infrastructure, il faut penser répertoire spécifique, et il faut avoir des actions pour lutter contre ce que l'on a découvert. Et ensuite, il faut diffuser la connaissance, aussi bien dans la littérature que dans l'environnement local. Voilà, donc les gens avec qui on fait ça, c'est Michel Rancourt, Alice Baglialo, Florence Pénola. Elle a quelques années, Florence. Non. Cédric Abad et Abad, Jean-Christophe Lagier. Ceux-là ont passé plus d'un an au Sénégal pour le faire. Et puis ici, c'est le reste de la troupe quand on est allé au Singe, avec bien sûr Oleg, Cher, Georges Diatta, Bernard Davoust et Anthony qui venaient pour les tirer. Et tu es là, voilà, merci. Vous mettez la lumière, Sylvain. Bien, si vous avez des questions. Oleg, c'est une question, Oleg. Bon, pas trop, parce que je connais pas mal de choses qui se passent dedans. Et surtout, il faut faire un petit commentaire probablement, en disant que c'est vrai que au début, historiquement, c'est une drôle d'histoire, que le village de Diemont, où l'activité a commencé, c'était le village maudit au début. Donc tout le monde dans la région de Sine Saloum a considéré que c'est les vengeurs des âmes qui vivent à ce village-là. Parce que pourquoi? Parce que la mortalité infantile il va au chiffre inimaginable, type 80% des enfants étaient morts avant 5 ans. Inimaginable. Alors le village était maudit, personne n'y allait, et le village était clôturé. Même que quasiment, parce que même la route qui est passée de la route principale à l'intérieur du pays, il a contourné le village de Diemont pour ne pas rentrer dedans, parce que c'est maudit. Et à l'arrivée de l'IRD, et tout de suite après, ce qui est vraiment inimaginable, c'est l'arrivée de l'électricité, bien sûr. À l'arrivée de l'IRD et tout de suite de l'électricité, le village, il n'est pas seulement arrêté d'être maudit, il s'est transformé au village béni. Et ça c'est un exemple que nous voyons parce que c'est directement devant nous, c'est passé devant. Alors le village qui était contourné par la route est devenu le village où tout le monde, comme le professeur a dit, tout le monde vient pour y utiliser l'électricité. Et donc ça c'est le changement social. Donc nous sommes les médecins, on se concentre sur le microscope, entre guillemets, et les malades. Mais ça c'est les conséquences sociales tellement frappant que est tellement facilement à voir, hein, surtout si on travaille beaucoup. Alors c'est un exemple, mais à peu près la même chose se passe entre guillemets au pays où nous commençons à travailler. Ça, probablement, c'est pas si littéraire comme exemple, mais c'est visible les résultats de notre travail. Ce qui est quand même, pour un chercheur reconnaissable comme le professeur, c'est quand même c'est le problème le plus intéressant à voir. C'est voir le résultat, pas le résultat sur le microscope en comparant une larme avec une autre, mais le résultat en grande échelle. Et c'est ça qui vraiment qui rend plaisir à notre travail probablement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. En fait, vous avez fait vos études et vous avez passé à l'action, qui est très bien. Et vous avez aussi fait des études sur les animaux, les arthropodes. Et en fait, la question que je voulais poser, est-ce que vous envisagez de mettre des actions pour protection vétérinaire? C'est-à-dire qu'on étudie des animaux, on trouve une prévalence très élevée de plusieurs pathogènes. Et on sait très bien que dans ces régions, c'est que la production animale, c'est la principale revenu pour les citoyens. Est-ce que vous envisagez pas de protection vétérinaire? Je suis, peut-être que Bernard Davoust est plus optimiste que moi sur les actions vétérinaires. Sur les actions sur les arthropodes, je pense qu'on est impuissant, pratiquement tout le temps. Mais les seules choses qui n'aient jamais marché, c'est les insecticides.
Ok, il n'y a pas d'autre exemple. L'usage massif du DDT, on dit le plus grand mal, ça a été ce qui a permis de faire régresser dans un premier temps le paludisme de manière extrêmement significative en Afrique. L'usage maintenant de la permétrine, ça durera ce que ça durera, mais ça aura sauvé quelques millions de personnes. On estime qu'il y a plus d'1 million de personnes sauvées du paludisme par an depuis 10 ans. Considérable. Après, quand les pesticides, je ne sais pas si les gens qui sont morts souvent avec les pesticides, mais à cause des pesticides, mais sauvés grâce aux pesticides, c'est monstrueux. C'est des millions de gens. Probablement 8 millions de gens ont été sauvés par les pesticides en Afrique grâce au moustiquaire intégré. Donc c'est complexe. Les autres, les tiques, personne ne sait vraiment lutter contre les tiques. Quant au reste, c'est une immense complexité. Les réservoirs mammifères, c'est des politiques extrêmement lourdes, c'est extrêmement complexe. Moi je vois, ça fait 30 ans que je travaille sur la fièvre Q, tous les vétérinaires du monde se fichent complètement de la fièvre Q et on continue à être malade avec la fièvre Q, tout le monde. La seule lutte qui ait vraiment eu lieu, c'est la brucellose, mais on arrive à lutter, comme tu dis, c'est une ressource agricole importante, donc on arrive à lutter contre les maladies animales quand ces maladies rendent les animaux malades. Là, on a les vétérinaires agricoles. S'ils sont réservoirs mais pas malades, pas de manière significative, ils font rien. Donc vous voyez bien les abattages actuellement avec la grippe aviaire des oiseaux, c'est parce qu'ils ont peur que les autres élevages soient tués, qui ravagent ça. Mais si ils étaient porteurs de grippe aviaire, qui soient malades, qui soient dangereux pour les hommes, mais pas pour les poulets continueraient à se multiplier, on ne pourrait pas tuer les poulets, bien sûr, ils attendraient avec le fusil dehors. Non, c'est jamais, ça n'arrive pas. Moi, je n'ai pas l'exemple d'une fois où on ait fait une lutte d'éradication pathogène chez les animaux quand les animaux n'étaient pas malades, mais qu'ils étaient réservoirs pour les humains. Je n'ai pas d'exemple. Il y en a, je ne sais pas s'il y en a. Il y en a hein, quoi? La trichine, chez les porcs. Il y a une action contre la trichine? Non, mais je parle en France. Hein. Enfin, il y a une action contre les... Bien sûr, il n'y a plus de trichine. En France, il n'y a plus de cysticercose humaine. Tout ça, c'était des maladies pratiquement inapparentes chez les porcs. Parce qu'il y a eu des contrôles à l'abattage, à l'abattoir. S'il n'y a pas des contrôles aux abattoirs... Ah oui, non, mais c'est-à-dire qu'ils les sortent de la consommation. En fait. Oui, non, mais il n'y a pas de lutte contre la maladie chez les animaux, ils les sortent de la consommation. La vaccination des animaux sauvages contre la... Et c'est très vite limite, puisque tu as vu qu'on a eu nous, on a eu des épidémies d'orphes, si tu veux, après l'Aïd-el-Kébir. Quand tu as des abattages clandestins, il y en a toujours autant de l'orphes. Oui. Simplement, on ne les élimine plus à l'abattoir, surtout. Hein. Quand tu les élimines pas à l'abattoir, tu en as autant. Donc, les campagnes d'éradication chez les animaux non malades, c'est extrêmement difficile. Après, encore, bien sûr, les abattoirs, c'est plus sous contrôle individuel des agriculteurs. On arrive à un endroit dans lequel on peut le faire. Mais moi, dans les maladies humaines, en dehors de la brucellose, qui a été extrêmement coûteuse, hein, mais qui entraînait des avortements chez les chèvres, donc les éleveurs y voyaient un avantage. Pour le reste, j'ai jamais vu. Donc c'est extraordinairement difficile. Pour votre présentation. À la fin, vous avez présenté un graphique pour montrer un peu votre plan de développement et vous avez ciblé le Tchad, je vois pas le Cameroun. Quand vous faisiez votre exposé, vous avez vu par exemple le cas de son projet avec une très forte prévalence du papillomavirus. Je me rappelle que même quand on fait l'historique du VIH, le Cameroun est très cité. On a une très grande variété de climats, on a une forêt carrément aussi. Non, je suis sûr que c'est très bien. Mais si vous voulez, c'est pour ça que je voulais vous montrer les raisons historiques qui font que moi, en tout cas, je me suis lancé dans des projets spécifiques. C'est que, moi, j'ai des liens très profonds avec le Sénégal, donc c'est pour ça que je suis au Sénégal, et avec l'Afrique de l'Ouest, je ne peux pas, je n'ai pas vocation à faire le monde entier, comme j'ai des liens très profonds avec l'Algérie, parce que après avoir passé 10 ans en Algérie, je suis très souvent en Algérie, donc je connais bien l'Algérie, je connais bien le Sénégal, et donc j'ai développé des liens spécifiques avec l'Algérie et le Sénégal, et ce qui est autour de l'Algérie et autour du Sénégal.
je sais pas, vocation, même si vous avez l'impression d'être extrêmement nombreux, vous n'avez pas une vocation à couvrir l'ensemble du monde. Hein. Donc on a un projet basé là-dessus, sur lequel, et si vous voulez, moi ce que je souhaite, bien sûr, c'est pas, je pense que vous l'avez compris, moi je ne souhaite pas garder le monopole de ce que je fais, je veux le transférer. Pour le transférer, il faut peser. Donc si vous revenez, si vous regardez les images qu'il y avait au départ, pour pouvoir peser, il faut qu'il y ait une masse critique suffisante. Donc moi, mon rôle, dans les quelques années qui viennent encore, c'est qu'il y ait 2, 3, 4 endroits dans lesquels il y ait plus de 10, 15 personnes qui aient été formées ici. Et là, il va se créer des bébés urmiques, ou des bébés, je ne sais pas comment ça s'appellera après, je me fiche un peu, mais cette stratégie-là que nous avons, qui nous est particulière, parce qu'il n'y a que nous qui faisons ça. Et cette stratégie-là, moi je souhaite qu'elle soit reprise, mais pour pouvoir être reprise, il ne pourra pas y avoir qu'une ou deux ou trois personnes. Et puis là, le fait de le faire avec le Sénégal ou avec le Mali, ça marche bien, parce que maintenant, Hugo Baradugo est le recteur de l'université de Bamako, parce qu'on connaît très bien les gens au Sénégal, il y a des universités qui se construisent au Sénégal pour lesquelles, là, chacun des Sénégalais qui fait des études ici, qui veut un poste d'enseignant au Sénégal, il l'a en rentrant. Parce qu'on les connaît, ils nous connaissent, et donc on a créé une masse critique de gens avec qui on peut travailler. On est en train de faire la même chose avec des hauts et des bas avec l'Algérie, mais c'est le même principe. On veut avoir, et donc Idir Bitam m'a dit, tiens, les Algériens qui sont formés ici, on les recrutera en priorité, on a des postes pour ça, on les recrutera en priorité. Et donc c'est de transférer la valeur. Après c'est les humains, les outils on peut aider au départ, mais si les humains sont capables de faire, ces pays vont continuer à s'enrichir, ces machines coûteront de moins en moins cher. Si les humains sont formés, les esprits sont formés, et qui ne sont pas tout seuls, parce que c'est terrible de revenir tout seul, on a une formation, on arrive tout seul dans un monde qui est complètement différent, on a vite fait d'oublier, on a vite fait se mettre dans le bon temps. Est-ce que si on est déjà une bande qui arrive, qui a la même formation, la même habitude de travailler, si on a ce poids suffisant, il y a une chance que ça reste, que ça se développe et qu'il se crée, bien sûr, les gens vont devenir grands, ils trouveront des nouvelles questions, ils trouveront de nouvelles stratégies, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir, c'est ce que j'appelle moi du développement humain durable. Voilà. Et je ne suis pas d'accord avec tous les écologistes, mais ça c'est le développement humain durable. Si vous avez juste un individu, vous savez, j'ai essayé, on avait eu beaucoup de chance, il ne faut jamais penser que les choses sont allées, mais on avait eu, par un drôle de hasard, quatre très bons étudiants de Guinée-Conakry, qui sont en 5 ans. Ils sont venus me voir, est-ce qu'on peut pas imaginer de faire un truc comme l'Hermique, tout. Moi j'étais tout à fait ravi, et notre leader qui était Alpha Keta, il est allé là-bas, c'était pas préparé, il s'est présenté au Camille, il s'est fait dégommer, virer, et est revenu en France, parce qu'il a fait d'abord, je l'ai aidé, j'ai essayé de faire un postdoc au Sénégal, il est revenu en France parce qu'il s'est fait dégommer là-bas. Donc si on n'a pas quelque chose qui est installé, sur lequel on a confiance, on n'arrive pas à le faire. Alors c'est pas perdu, il y en a deux qui sont retournés, là, qui sont en train de monter un laboratoire à Conakry, donc ça va, peut-être que ça repartira, 2 sur les 4. Mais globalement, si on arrive à focaliser ça sur 2 ou 3 ou 4 endroits qui ensuite deviendront des ressources pour l'Afrique, c'est-à-dire que ensuite les gens pourront aller au Sénégal, se former, ou comme ils vont au Mali, vous savez, Hugo Barra, c'est la star du paludisme, il a formé, je ne sais pas combien, une dizaine d'Africains au paludisme à Bamako. Donc l'idée, c'est plutôt de faire ça, d'avoir des clusters qui serviront de référents ensuite pour les différentes souris. Mais la raison pour laquelle j'ai commencé, c'est une raison historique. J'ai commencé là, c'est une raison historique. Et voilà. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'il faut résister à la mauvaise humeur des Sénégalais. Heureusement, je les connais, j'ai l'impression de guerre. Très bien. Allez, merci.